Eh ben, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, juste pour savoir rapidement, est-ce que vous pouvez lever la main, celles et ceux qui ont déjà entendu parler de WannaCry? Bon, ça va, vous me rassurez un peu, parce que ces derniers jours, quand j'en parlais, je disais oui, je vais faire un talk sur WannaCry, et les gens me disaient ouais, trop cool, c'est quoi? Je me dis ah bon, mais ça va, visiblement, on n'est pas trop en terre inconnue ici. Alors, ce talk va, comme vous vous en doutez, pas parler de PHP. Je pense que les seules fois où je vais mentionner cet acronyme, bah, c'était juste avant. Et puis pour dire merci à l'équipe du forum PHP de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, vous pourriez vous demander, bah, qu'est-ce que je fais là, en fait Et bah, pour l'anecdote, j'ai déjà donné cette conf à une autre conférence et j'ai demandé de ne pas la filmer parce que moi aussi, je me demandais un peu ce que je faisais là. Mais on va regarder ça un petit peu ensemble. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. Et comme dans toutes les histoires, on a un avant-propos qu'on lit jamais. En général, on passe tout de suite à l'histoire. Et c'est dommage parce que l'avant-propos, c'est utile pour donner un petit peu de contexte sur l'histoire que vous allez lire par la suite. Et moi, c'est ce qui va me permettre de vous expliquer ce que je fais là aujourd'hui. Et à première vue, ça n'a rien à voir avec WannaCry. Alors, il fut un temps, j'étais développeuse back-end dans une société, dans une scale-up qui vendait un logiciel SaaS. C'est un truc un peu classique, on va dire. Et donc derrière ce logiciel, moi, il y avait plein de choses qui contribuaient à son développement. Que ce soit le code métier en lui-même, donc voilà, tout ce qui fait l'application, ses dépendances, l'infrastructure sur laquelle elle tourne, et puis une catégorie magique, tout le reste, qui est un peu tout ce qui ne rentrait pas dans les trois premières. Et donc moi, quand j'étais dev backend, je rentrais principalement dans la première catégorie, c'est-à-dire que mon périmètre, c'était m'occuper du code applicatif et éventuellement voilà, des dépendances des bibliothèques qu'on pouvait importer dans notre code. Et puis, au bout de quelques années, je suis devenue ce qu'on appelait alors la DevOps. Parce que dans ce genre de structure, le ou la DevOps, c'est la personne qui fait tout sauf du code applicatif. Et mon périmètre a un peu changé. Mais finalement, c'est quand même resté beaucoup du code. Je faisais de l'infrastructure as code, je faisais du code pour gérer les pipelines de CI/CD, je faisais des codes pour des images de conteneurs, du code pour faire du monitoring, etc. Et à ce moment-là, on avait une phrase un peu sympathique qui est si c'est pas un problème de code, c'est un problème d'infra. Et ça, c'est une phrase qu'on utilise en général pour savoir qui va hériter du prochain ticket de bug. Et c'était une phrase qui voulait dire, si c'est pas un problème de code applicatif, là, juste à gauche, c'est un problème d'infra. Et d'un coup, je me suis retrouvée à devoir débugger des trucs qui n'étaient pas vraiment dans mon champ d'action, auxquels je comprenais rien. Et du coup, je me disais, ça va bien se passer, mais c'était un peu compliqué parfois. Et parce qu'on peut se dire, en soi, résoudre un bug, c'est quelque chose d'assez simple. On part d'un symptôme, plus ou moins explicite, et on retrace un peu le chemin en arrière jusqu'à retomber vers l'origine de notre problème, donc le bug. Et en fait, ça ne ressemble pas vraiment à cette forme-là, une résolution de bug. Moi, de ce que j'ai pu en vivre, ça ressemble plutôt à un truc comme ça. Et ça encore, c'est quand vous débuguez du code que vous avez développé vous. Quand vous êtes sur des systèmes que vous ne connaissez pas ou quand vous êtes sur du code legacy ou des choses comme ça. C'est un peu plus nébuleux, on va dire. Et on se retrouve assez vite à naviguer à vue. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais qu'au début, je me retrouvais beaucoup un peu à avancer à tâtons dans le noir. Et puis, je me suis rappelé un peu de qui j'étais et de ce que j'aimais vraiment faire dans la vie, à côté du boulot. Donc moi, je m'appelle Sonia et je suis passionnée de cybersécurité. Ça fait une dizaine d'années que je participe à des compétitions qui s'appellent des captures de flag. C'est des compétitions avec des petits challenges sur des thématiques assez variées, où le but, ça va être, par exemple, d'exploiter une faille de sécurité pour aller récupérer une preuve de compromission, ce qu'on appelle le flag. Et donc, il y a plein de catégories différentes. Et moi, au fil des années, je me suis spécialisée dans deux catégories qui sont le digital forensics et le reverse engineering. On va voir ce que c'est plus tard en français. Et ça fait un peu plus d'un an aussi que je fais de l'analyse de malware sur mon temps libre.
ce qui utilise un petit peu les deux disciplines qu'on a vues juste avant. Et donc, les digital forensics, c'est quoi? En français, on parle de criminalistique numérique. Et en fait, c'est un peu la rencontre des experts Miami et des ordinateurs. L'idée, ça va être d'aller investiguer des scènes de crimes numériques pour aller récolter des indices, des preuves de compromission. Et donc, c'est toujours pareil, on part d'un symptôme. Par exemple, oups, tous mes fichiers sont chiffrés et j'ai un truc qui me demande de payer. Et on va remonter la trace de l'infection, en fait, et récolter des indices au fur et à mesure, jusqu'à retomber sur ce qu'on appelle notre cause racine. Donc, le plus souvent, comment on en est arrivé là, en fait, comment le virus, par exemple, s'est introduit sur la machine. Et le reverse engineering, c'est rétro-ingénierie en français. Pour en parler, j'aime bien vous faire l'analogie de Top Chef. Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent, je ne sais pas s'il y en a qui regardent Top Chef. Ça, c'est l'épreuve de la boîte noire. Et donc, les candidats se retrouvent face à un plat qui est déjà cuisiné et ils ne savent pas à quoi il ressemble. Et donc, ils peuvent juste le goûter et observer, et tester un peu les textures. Et le but, ça va être de recréer ce plat. La rétro-ingénierie, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va partir d'un produit fini, donc je sais pas, un binaire, quelque chose de compilé, un exécutable, et on va essayer de le détricoter, en fait, d'analyser son fonctionnement pour en extraire ses composants d'origine. Donc ça peut être essayer de retrouver un peu à quoi ressemblait le code source qui a pu générer ce programme, essayer de retrouver des secrets, des choses qui auraient pu être mises en dur dans le code, par exemple. Et on se rend compte que voilà, c'est toujours un petit peu le même cheminement que pour la résolution de bugs. Et du coup, j'ai commencé à adopter un peu ce même état d'esprit quand je résolvais mes bugs sur mes trucs auxquels je ne comprenais rien. Et ça se passait tout de suite beaucoup mieux. Et voilà, je pense que c'est deux disciplines qui n'ont pas fait de moi une meilleure architecte de code, mais qui, je pense, ont fait de moi une bien meilleure débuggeuse. Et donc voilà, cette conf, c'est un peu un plaidoyer pour tout ça. Et WannaCry, c'est une super histoire pour vous parler un petit peu de ces techniques-là. Donc tout commence en 2017. On est en mars 2017. Et chez Microsoft, on est plutôt mal. Parce que voilà, on est début mars 2017 et Microsoft nous raconte qu'il y a une faille critique sur un de ses protocoles principaux de communication réseau qui s'appelle SMB. Et donc, ça se passe plutôt mal. Et donc c'est un protocole qui sert notamment à communiquer avec des serveurs pour aller récupérer des fichiers, avoir des partitions, des dossiers réseau. Et donc, du coup, il décide de publier un patch de sécurité pour les OS encore maintenus en 2017. Donc, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, et les équivalents côté serveur. Sauf que on en parle en 2017, mais il y en a qui sont au courant depuis bien plus longtemps, et c'est la NSA. La NSA, ils l'ont découvert depuis un moment. Ils se sont un peu gardés de le dire. Et donc, un mois plus tard, on a un groupe qui s'appelle The Shadow Brokers. On n'a jamais vraiment su qui était derrière. Eux disent qu'ils sont des anciens de la NSA, plus ou moins, qu'ils faisaient partie de l'interne du renseignement américain. Les Américains disent non, c'est des Russes. Voilà, on n'a jamais vraiment su. Mais donc, en avril 2017, ils décident de dire en fait, nous, on n'est pas très contents de la politique américaine. Donc voilà, plein de fichiers qui appartiennent à la NSA, dont des moyens d'exploiter la faille de sécurité en question. Et donc, cette faille et ces fichiers qui aident à l'exploiter s'appellent Eternal Blue. Et ils sont maintenant rendus publics. Donc tout le monde peut les utiliser pour faire absolument ce qu'ils veulent avec. Et ça, c'est un vrai problème, puisque maintenant, tout le monde peut accéder à ça. Et donc, Microsoft publie un communiqué dans la journée en disant « Hey, mais vous savez que nous, on savait, et qu'on a publié un patch de sécurité. Hein, de toute façon, tout va bien se passer, parce que vous avez patché, pas vrai ?» Eh bien, il se trouve que le monde n'avait pas tant patché que ça, finalement. Et du coup, chez Microsoft, on est plutôt très, très mal. Parce que Windows, ça représente quand même la majorité des systèmes d'exploitation présents sur PC en 2017. Donc beaucoup Windows 7, Windows 10, et encore un bon 7% des ordinateurs sous Windows XP, qui est
mort et enterré d'un point de vue sécurité depuis très longtemps. Et là, Windows se dit, on est très très mal. Et donc, ils vont même aller jusqu'à développer un patch de sécurité pour Windows XP, alors que ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté de maintenir l'OS. Mais malheureusement, trop tard, ce qui devait arriver arriva. Et un mois plus tard, les premiers cas de WannaCry sont détectés dans le monde. Et on se retrouve avec plus de 200 000 machines infectées en 24 heures. Donc, face à une telle pandémie, se pose la question de comment on va faire pour stopper la propagation du virus. Alors, mettons qu'on a réussi à mettre la main sur notre exécutable malveillant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a un peu ce gros labyrinthe de on ne sait pas trop comment faire et on aimerait bien comprendre le fonctionnement de ce truc-là. Donc on avait parlé de rétro-ingénierie tout à l'heure, qu'on va aller voir sur Google. On va demander à Google, hey, c'est quoi le meilleur outil pour faire du reverse de malware? Et il nous donne un logiciel qui s'appelle Ghidra. Ghidra, c'est un logiciel qui est développé par la NSA, ironie, et qui va aider à désassembler le code. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose ici, c'est normal. Le but, c'est un peu de s'imprégner, on va dire, voilà, de laisser la PLS rentrer en vous en regardant ça. Ça, c'est l'interface. Voilà, on a chargé notre virus dans Ghidra et ça nous a donné ça. À gauche, on a l'arbre des symboles. Donc, ça va être en gros tous les noms de fonctions qui ont été, toutes les fonctions qui font partie de notre exécutable. Bien sûr, comme on est sur un binaire en production, tous les symboles, tous les noms d'origine des fonctions ont été effacés. Donc Ghidra les a remplacés par des noms très explicites comme FUN_0040 9040. Donc c'est compliqué, on ne sait pas trop ce qu'elles font, toutes ces fonctions, puis il y en a beaucoup. Au milieu, on a la fonction principale de Ghidra qui est le désassembleur. Donc ça va être en fait de prendre le code binaire et d'essayer d'en sortir des instructions en assembleur, en fait de parser les octets un par un jusqu'à recréer une version assembleur du code, un peu plus lisible, enfin, dans une certaine mesure, on va dire. Et Ghidra a un petit truc en plus, c'est qu'il a un décompilateur. C'est-à-dire qu'à partir des instructions assembleur, il va essayer de générer un truc qui ressemble un peu à du code C. J'imagine que si vous êtes au fond, vous ne voyez pas trop. Mais si vous étiez devant, vous n'y comprendriez pas beaucoup plus. Voilà, parce que c'est un peu indigeste, parce que forcément, après la compilation, il y a plein de choses qui se perdent, notamment les notions de typage, de structure, tout ça. Donc Ghidra fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on se retrouve donc devant ça. Et donc moi, je ne sais pas vous, mais moi, mettons, je débute tout juste en analyse de malware, je vois ça, voilà, j'ai un peu envie de pleurer. Je suis un peu, voilà, je me dis, je sais pas par où commencer. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est un peu notre labyrinthe tout brumeux et on est en train de naviguer à vue. Donc, on va arrêter de faire ça et on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et on va commencer par le jeu des 7 différences. Alors, à droite, on a, enfin du coup, sur votre gauche, on a ma machine virtuelle avec un fichier hello.txt et le virus en question. Voilà, et mon fichier est en texte clair. Et à droite, on a l'état de ma machine après infection. Et donc la première chose qu'on peut constater, c'est cette espèce de grosse fenêtre rouge très insistante, très envahissante, tellement envahissante que j'ai essayé de la réduire pour pouvoir faire la capture écran. Elle revenait toutes les secondes. Voilà, donc c'est une grosse fenêtre rouge qui vous dit en gros, il va falloir payer. On a le fond d'écran qui a changé aussi pour vous dire il va falloir payer. Ensuite, on a aussi plein de nouvelles icônes qui sont apparues, par exemple. Notamment un outil pour déchiffrer un ou deux fichiers, un peu pour prouver qu'ils sont sérieux sur le fait qu'ils sont capables de déchiffrer vos fichiers. Et une note donc un fichier texte, une note de rançon qui va vous dire « Hey, il faut payer ». Voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. On voit aussi que notre fichier texte d'origine, il n'existe plus. Et il a été remplacé par une version complètement chiffrée, avec une extension un peu spéciale WNCRY. OK. Donc tout ça, ça va être des indices qu'on va pouvoir se noter de côté, voir si on arrive peut-être à s'en servir dans notre analyse plus tard, pour y voir un peu plus clair.
Un autre truc qu'on peut faire aussi, quand on ne sait pas trop par où commencer, c'est de se renseigner un peu sur les trucs qu'on analyse. WannaCry, c'est un exécutable qui est fait pour tourner sous Windows. Donc ça veut dire qu'il est dans un format un peu spécifique qui s'appelle le format Portable Executable, ou PE. Et ces formats d'exécutables, ils commencent toujours pareil. Ils commencent par MZ, donc c'est le header MS-DOS. Donc si vous voyez un fichier qui commence par MZ, c'est très probablement un exécutable Windows. Et juste après, il a un tout petit programme qui s'appelle le MS-DOS Stub Program. Et en fait, ce programme, il est juste là pour dire si vous prenez l'exécutable et que vous essayez de le lancer dans un environnement DOS, bah, c'est ça qui va se lancer à la place et qui va dire « Oh, ce programme ne peut pas tourner dans DOS. » OK. Vient ensuite le début de notre vrai fichier PE, donc qui commence par PE et 2 null bytes. Des headers qui nous indiquent quelles sont les fonctions qui ont été importées, où est-ce que l'entry point, donc notamment l'adresse de la première instruction qui va être exécutée, par exemple. Et après, plein de sections avec des données. Donc la section texte, c'est ce qui va contenir tout le code. La section BSS, c'est ce qui va contenir des variables à initialiser au runtime. On va avoir d'autres sections et une table de sections associée qui va avoir des adresses en fait, qui vont venir pointer sur l'endroit dans les différentes... l'endroit dans l'exécutable où on va pouvoir trouver telle ou telle section. Et enfin, parfois, une section debug avec notamment des symboles pour nous aider dans le debug. Mais sachez que, comme là, on est dans un binaire de production, on ne va pas la voir, celle-là. OK, donc maintenant qu'on sait qu'on a ça, on va pouvoir commencer à faire notre recherche, regarder un peu les premiers indices, c'est les chaînes de caractères. Donc avant même d'aller regarder le code assembleur, tout ça, on va lancer un programme qui s'appelle strings et qui prend un fichier et qui vous sort toutes les chaînes de caractères qui sont contenues dans ce fichier. Et donc, il nous montre « This program cannot be run in DOS mode ». Et on se dit « Super, on s'y attendait, c'est notre fameuse chaîne de caractères de tout à l'heure. Sauf qu'elle apparaît 4 fois. Et ça c'est pas normal. Parce que nous, on avait dit qu'elle apparaissait qu'une seule fois au tout début. Donc, c'est pas normal que pour un exécutable, elle apparaisse 4 fois. Ça, c'est le premier truc qui nous alerte un petit peu. Et on ne sait pas encore pourquoi, probablement parce qu'il y a peut-être des exécutables imbriqués dedans qui vont être chargés dynamiquement en mémoire. On n'en sait rien, mais il y a peut-être plus qu'un fichier exécutable dans ce fichier exécutable. On a aussi des infos sur les fonctions de cryptographie qui vont être utilisées. Donc on a les noms des API. On ne sait pas trop quoi en faire pour le moment, mais bon, on voit qu'on a des fonctions de chiffrement, de déchiffrement, de destruction de clés, tout ça. On y reviendra plus tard, mais c'est important de se les mettre de côté. On a des commandes Windows qui, en gros, vont donner des autorisations à tout le monde, toutes les permissions sur tout le file system. Donc ça va être très pratique pour chiffrer l'intégralité des fichiers. On a ce truc-là, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a marqué SMB3, c'est peut-être en lien avec notre histoire d'Eternal Blue, on n'en sait rien. On voit qu'on a plein de fichiers avec une extension un peu spéciale, peut-être en lien avec notre fameuse histoire d'avoir plusieurs exécutables imbriqués. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose non plus. On a plein d'extensions qui sont probablement les extensions des fichiers à chiffrer. Et on a une URL. Et alors ça, c'est totalement improbable. Et en général, quand on fait de l'analyse de malware, c'est un truc très important, un truc qu'on va regarder tout de suite. Parce que c'est en général l'URL d'un serveur distant avec lequel le programme malveillant pourrait communiquer soit pour aller récupérer des données supplémentaires, soit pour aller exfiltrer des informations, des choses comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va se baser. En fait, ce truc-là, ça va être un peu notre premier point de repère dans l'enfer que pourraient être les milliers de lignes d'assembleurs qu'on avait devant nous. Donc on retourne dans Ghidra et on vient chercher cette URL. On la trouve quelque part dans le binaire. Et dans Ghidra, il y a un truc qui est super qui s'appelle des références croisées, ou XREF, ou cross-reference. Et en fait, ça va être de dire, j'ai ma chaîne de caractères, j'aimerais savoir où est-ce qu'elle est utilisée. Et donc on me dit qu'elle est utilisée à 3 endroits, et ces 3 endroits, ils sont tous dans la même fonction, avec ce doux nom que je ne prononcerai pas. Et donc cette fonction, elle est là. Alors, on va essayer de la zoomer un petit peu. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a un Internet Open URL. Donc en fait, on va essayer de se connecter à cette URL.
Et en fonction de si on réussit ou pas, ça va nous renvoyer un entier différent. Et donc si cet entier est égal à 0, on va fermer la connexion, appeler une autre fonction ici, et retourner 0. Par contre, dans tous les autres cas, on va juste fermer la connexion et retourner 0 sans appeler la fonction en plus. Donc le cas égal à 0, c'est le cas où on a échoué à contacter le site. Et quand on va aller voir cette fonction en plus ici, alors il se passe énormément de choses. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on voit des fonctions comme getModuleFileName, OpenSCManager. Et on se dit, bah, ça n'a pas l'air... on aurait pu se dire, tiens, si on n'a pas réussi à se connecter à l'URL, bah, peut-être ça va être... Le virus va faire je sais pas, des fonctions de nettoyage et puis s'arrêter de lui-même. Mais là, ça ne ressemble pas du tout à du code qui a l'air de s'arrêter de lui-même. On a l'air d'être reparti sur plein de choses intéressantes à faire. Et du coup, dans l'autre cas, dans le cas où on a réussi à contacter le site, on fait juste un return 0, sans appeler cette fonction. Et donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'on retourne là, cette fameuse fonction là, qui finit en 81-140. Une fois qu'on l'a fini, où est-ce qu'on se trouve dans le code? Eh ben, on se trouve dans une fonction qui s'appelle entry. Entry, c'est vraiment le point de départ. Donc quand vous avez votre entry point, ça vous ramène au niveau de la fonction entry, plus ou moins. Et ça va être un des premiers codes qui va être exécuté et qui va faire un petit peu de setup avant d'aller appeler la fonction main. Et donc on suit cette fonction, voilà, on est là, on a fini notre fameuse fonction en 81-140, hein, et après, après on sort. Et en fait, on vient de se rendre compte que WannaCry a un mécanisme d'arrêt d'urgence, un kill switch. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre programme de base, on appelle la fonction main, on essaye de se connecter à l'URL. Si on arrive à se connecter à l'URL, on arrête tout, on ne fait plus rien. Et si on n'arrive pas à se connecter à l'URL, on continue la suite des opérations de chiffrement et tout. Et du coup, il y a un chercheur qui, un peu malgré lui, s'est retrouvé à bien ralentir la propagation du virus parce que lui, il a regardé les chaînes de caractères, il a vu l'URL, et il s'est dit, je vais aller voir à qui appartient ce nom de domaine pour faire des recherches, des analyses et tout. Et il a vu que ça appartenait à personne. Personne n'avait acheté ce nom de domaine. Et il s'est dit, trop bien, je vais l'acheter, parce que comme ça, je vais pouvoir faire des statistiques sur tous les gens qui vont appeler mon URL. Ce sera probablement des gens qui auront été infectés. Et du coup, sans le savoir, malgré lui, il a arrêté la propagation du virus. Ça n'a pas duré très longtemps parce que des nouvelles versions sont sorties et on n'avait plus ce mécanisme d'arrêt d'urgence. Mais voilà, c'était assez improbable parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. C'est quand on n'arrive pas à se connecter à l'URL qu'on arrête tout. Et là, c'était un peu à l'envers. Donc ça, c'était un peu pour la partie comment on freine la propagation du virus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les machines qui sont déjà infectées, en fait? Est-ce qu'on a un moyen de sauver les données qui ont été chiffrées? Et donc pour ça, on va aller regarder quel type de chiffrement a été utilisé et peut-être est-ce qu'on va pouvoir le casser? Peut-être que c'est une implémentation un peu custom qui a été un peu mal faite et on va pouvoir espérer ça. Alors, l'implémentation qui est utilisée, c'est un algorithme qui s'appelle RSA. RSA, c'est un algorithme de chiffrement asymétrique donc qui est basé sur une paire de clés, donc une clé publique et une clé privée. La clé publique, comme son nom l'indique, elle est publique, vous la donnez à tout le monde, à tous vos amis, et ils s'en servent pour chiffrer les messages qu'ils veulent vous envoyer. Et la clé privée, comme son nom l'indique, elle est privée, vous la gardez pour vous, et elle vous sert à déchiffrer les messages que vos amis vous envoient. Maintenant, d'un point de vue mathématique, la clé publique, elle est composée de deux nombres. Donc l'exposant E, qui est toujours le même, c'est 65 537, je crois, un petit nombre. Et le module N, qui est un très grand nombre. Et qui est le produit de deux nombres premiers très grands. Voilà, 2048 pour 2048 bits pour le module. Et la clé privée, donc, elle contient aussi ce module, donc, qui est résultat du produit de deux nombres premiers, et elle contient D, donc, qui est la partie privée, et qui est une fonction un peu complexe, mais pareil, toujours fonction de P et de Q.
Donc si jamais vous voulez récupérer la clé privée, en fait, il va falloir trouver le moyen de récupérer P et Q. Et quand vous avez la clé publique, bah, tout ce que vous avez, c'est le module. Et en fait, RSA est construit de telle sorte que c'est très facile de faire P fois Q pour obtenir N. Par contre, quand on a N, c'est extrêmement long de retrouver P et Q. Et donc sur le cas RSA 2048, bah, on a un N du coup, qui fait 2048 bits, 256 octets, P et Q qui font 128 octets chacun. Et si on devait craquer ça pour retrouver P et Q à partir de N, ça nous prendrait 300 billions d'années. Billions au sens français, hein, donc des millions de milliards. Même si 300 milliards, ça aurait été déjà beaucoup trop, mais c'est encore plus. Donc on est foutu, en fait, hein, si, un peu. Mais on va se rappeler un petit peu des fameuses API Windows qui ont été utilisées, vous savez, les chaînes de caractères qu'on avait retrouvées au début. Il y en a 4 qui sont plutôt intéressantes. Donc la première, c'est Crypt Acquire Context. C'est un peu la base pour initialiser des opérations de crypto. Ça revient assez régulièrement. Vous avez Crypt Genkey pour générer une paire de clés RSA, Crypt Encrypt pour chiffrer, et Crypt Destroy Key pour détruire la clé et libérer la mémoire associée, une fois que vous avez fini vos opérations de chiffrement. Et quand on va voir la documentation de Crypt Destroy Key, alors déjà on nous dit hey, cette API est déconseillée, et il s'y passe plein de choses. Mais en gros, la partie intéressante, elle est en bas. On parle de fournisseurs de services de chiffrement, donc des CSP. Et on nous dit que de nombreux CSP remplacent la mémoire dans laquelle la clé a été conservée avant de la libérer. Donc, par exemple, réécrire avec des zéros pour être sûr que cette mémoire, une fois libérée, si elle est initialisée et donnée à un autre processus, que ce processus ne puisse pas retrouver les clés qui sont en mémoire. Et ce qui est marrant quand on lit de nombreux CSP, c'est que ça veut dire pas tous les CSP. Et notamment sur Windows XP et Windows 7, je crois, le CSP par défaut, parce qu'on peut en spécifier un en fait dans le code, mais WannaCry n'en précise pas, donc c'est celui par défaut. Celui par défaut ne le fait pas. Donc ça veut dire que là, en fait, on a une chance de trouver la clé privée, donc les P et Q, dans la RAM, en les cherchant un peu à la main. Et c'est là qu'interviennent les memory forensics, donc venir faire de la recherche de traces dans la mémoire. Et c'est un domaine que j'adore, je trouve ça fascinant tout ce qu'on trouve dans la RAM. Il y a quelques années, j'avais fait un challenge de CTF où il fallait, en gros, c'était quelqu'un qui avait fait un dessin dans Paint et qui ne l'avait pas sauvegardé et qui nous disait hey, est-ce que tu peux retrouver mon dessin? Et en fait, une technique pour faire ça, c'était de prendre... il y a des logiciels qui permettent d'extraire toute la mémoire associée à un processus. Donc, on récupère toute la mémoire associée qui était allouée à Paint. On la stocke dans un fichier, et on ouvre ça dans GIMP. Et donc, on a un peu des trucs qui ressemblent à rien. Mais en fait, quand on y pense, Paint, pour fonctionner, il a quand même besoin de stocker plein d'infos dans la RAM. Et notamment, il a besoin de stocker le canvas dans lequel vous faites vos petits dessins. Donc, ça veut dire que si on prend la mémoire, quelque part dedans, il va y avoir notre petit dessin stocké quelque part. Et donc si on change un petit peu la résolution de cette image, on finit par retrouver ce qui était attendu, ce qui était en fait le dessin fait par la personne. Donc voilà, vous allez me dire, mais bien, oui, c'est évident que on stocke, un programme stocke ses variables et ses infos dans la RAM. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que de l'avoir vu comme ça, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui, bref, c'est fascinant. Alors, en quoi ça nous intéresse du coup ici? Ça nous intéresse parce que quelque part dans la RAM, il va y avoir du coup la zone mémoire, de l'ensemble de la mémoire allouée à notre fichier WannaCryptor, donc à notre virus WannaCry. Et quelque part là-dedans, il va y avoir nos deux nombres premiers, P et Q. Maintenant, comment on va faire pour les retrouver? On a quand même un peu de chance, parce que WannaCry stocke sa clé publique sur le disque dur. Donc quand il génère une paire de clés, il l'écrit et il la stocke sur le disque. Donc ça veut dire que dans cette clé, nous, on va déjà pouvoir récupérer le module N. Et après, on va pouvoir parcourir notre bloc de RAM par bloc de 128 octets, puisque c'est la taille de nos nombres P et Q.
Et donc on va prendre notre premier bloc de 128 octets et puis on va calculer n modulo le chiffre qui est représenté par toutes ces données-là, le nombre qui est représenté par toutes ces données-là. Et du coup, si on se retrouve si n modulo ce truc-là est égal à 0, donc si c'est pas égal à 0, on passe à la suite, on décale un peu et on vient prendre un autre bloc de 128 octets, jusqu'à ce qu'on trouve un résultat n modulo égal à 0, parce que ça voudra dire qu'en fait, ce bloc-là est un multiple de n. Donc si c'est un multiple de n, ça veut dire que c'est ou p ou q. Et donc en faisant cette fois-ci une division de n, donc on obtient p à partir du module, et en faisant n divisé par p, en fait on va retrouver q. Et donc en ayant retrouvé p et q, on peut reconstruire la clé privée qui va nous permettre d'aller récupérer finalement les fichiers. Alors ça, c'est un programme qui a été développé par une personne qui s'appelle Adrien Guinet. Et d'après ses tests, ça marche environ dans 40% du temps, parce que pour ça, il faut compter... en fait, c'est un peu aléatoire dans le sens où quand le virus a fini de ses opérations, voilà, s'il libère la mémoire, s'il s'est écoulé trop de temps, il se peut que cette mémoire ait déjà été récupérée par un autre processus et qu'elle ait été écrasée, et qu'on ait perdu un peu la connaissance de ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc mais il y a eu des cas où ça a fonctionné et où les gens ont pu récupérer leurs fichiers. Alors, en conclusion, j'aurais pu vous parler encore de plein de choses sur ce sujet. On aurait pu aller regarder le trafic réseau, regarder ce qui se passe sur le port 445, parce que du coup, WannaCry va utiliser cette faille SMB déjà pour s'infiltrer sur des machines, puis ensuite pour se propager sur des réseaux. Donc ça aurait pu être intéressant d'aller regarder ça. Il a aussi des mécanismes de persistance, donc c'est-à-dire comment, même après redémarrage, il est toujours là. Comment, si on branche des nouveaux périphériques de stockage, il va les détecter et les chiffrer à leur tour. On aurait pu parler aussi de toute la partie paiement en Bitcoin, donc toute une vérification qui peut être intéressante à regarder aussi. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Mais voilà, j'avais envie de montrer aussi à travers tout ça que voilà, on n'a pas eu besoin de tout comprendre à 100% de ce que fait ce virus pour déjà trouver des solutions et trouver des choses intéressantes à observer. Si malgré tout vous souhaitez aller plus loin, il y a des articles qui en parlent de façon très détaillée et qui vont. Il y a une playlist YouTube aussi à ce sujet qui va vraiment rentrer en détail sur l'analyse du virus, des différents modules qui le composent. C'est un peu long, mais c'est très intéressant. Et également le WannaKey, donc, qui est le logiciel qui permet de récupérer les clés de chiffrement dans la mémoire du processus. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sonia, c'était super intéressant. On a le temps pour une ou deux questions. J'arrive. Et merci, c'était très intéressant, très instructif. J'ai une question par rapport aux clés publiques, clés privées. Donc ça veut dire qu'elles sont générées à la volée quand on lance l'application. Quand on paye, comment est-ce que ça déchiffre en fait? Parce que c'est-à-dire qu'on a forcément donc la clé qui est dans le programme quelque part pour qu'il puisse le déchiffrer. Alors, il me semble que la clé est la clé est envoyée sur un serveur. Et après, ils la gardent chez eux, on va dire, dans leur serveur. Et quand on vient payer, ils fournissent la clé. Donc il y avait le kill switch et un autre serveur en fait. Il y avait deux adresses dans le. Alors là, oui, je sais pas trop comment cette partie-là, je l'ai pas regardée. Mais oui, du coup, il devait y avoir sûrement une infrastructure à côté pour gérer cette partie-là. Encore une question? Oui. Alors, corrige-moi si j'ai la voix cassée. Déjà, merci pour la conférence. Corrige-moi si j'ai mal compris quelque chose. La faille, au départ, elle a été découverte par des gens de la NSA et un groupe de hackers qui potentiellement venaient de chez eux.
Mais tout ce qui est WannaCry, c'était fait par les mêmes personnes ou pas? C'est ça que je suis pas sûr d'avoir compris. Alors non, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ok. Ça a été fait par d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si on avait réussi à identifier d'où ça venait véritablement. Je crois qu'ils avaient cherché à identifier en essayant de retrouver le patient zéro, un petit peu, qui avait été infecté pour la première fois. Et je crois que c'était une personne en Corée du Nord, mais donc c'était assez flou. On n'a pas de... Parce qu'il y a un autre ransomware aussi qui a un peu découlé de ça, qui s'appelle NotPetya, et où pareil, on ne sait pas vraiment qui est derrière ça. Mais en fait, ce qu'on sait au moins, c'est qu'ils ont récupéré ces failles, ces moyens d'exploiter les failles qui avaient été rendus publics par le groupe Shadow Brokers. En fait, c'est ça qui a permis la D'accord, création merci. Oui, allez, la dernière. Question curiosité, vu que de mémoire ils se faisaient payer en bitcoin, est-ce qu'on sait combien d'argent ils ont réussi à extorquer au total? Alors, je crois que j'avais le montant, je l'ai perdu, je crois qu'il est sur Wikipédia. Parce que oui, il y avait en fait, il y avait dans le programme, je crois, une liste de 3-4 adresses auxquelles envoyer, et c'était jamais la même adresse en fait sur les 4 qui étaient présentées. C'était un peu randomisé. Et je crois qu'ils avaient fait des analyses sur combien ils avaient reçu, mais j'ai plus le montant en tête. J'ai plus le montant en tête. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous. On passe à la pause de la matinée et on se retrouve à 11h40 avec un talk sur Silus.